Bonsoir à tous. Comment ça marche l'aliénation? Quel est ce mécanisme qui permet aux dominants, par la parole, de garder le contrôle du dominé? On en parlera dans un instant avec David Murgia. Ce sera du théâtre. On parlera de jazz aussi avec un contrebassiste, Gaëtan Castells. Et puis on enchaînera avec l'univers des grands restaurants et une bande dessinée signée Fred Janin, Gilles Dalle. On terminera avec notre micro ouvert. On donnera la parole aujourd'hui à un garçon qui est poète, chanteur, slameur, randonneur aussi. C'est Ulysse Castagne qui sera dans notre micro ouvert. Merci d'être au rendez-vous de Connaissez-vous. C'est déjà le dernier numéro de la saison et on est parti. Bonjour David Murgia. Bonjour. C'est l'exercice de la promo. Est-ce que vous aimez ça? La promotion? Oui. J'aime bien parler des spectacles. Ouais. Avec plaisir ou parce que c'est une obligation professionnelle? Non, c'est vrai que quand on joue le soir, on est moins en forme le matin parfois. Mais là, on n'est pas le matin, on est dimanche soir, c'est ça? On est dimanche soir. Ah, vous allez pouvoir prendre le siège qui est juste en face, de l'autre côté, si vous voulez bien. D'accord. Voilà. Non, avec plaisir. Parler des spectacles, c'est toujours mieux que de parler d'autre chose. Ouais. On va parler de Discours de la Nation. Vous le résumeriez comment? Discours à la Nation, c'est un spectacle différent des deux autres que je suis en train de reprendre au rideau pour l'instant, donc différent de Laïka et de Pueblo, et qui plutôt lui part du point de vue de la classe dominante. C'est un spectacle qui interroge, je pense tous nos spectacles avec Célestine, mais qui interroge les relations entre classe dominante et classe dominée, et qui réhabilite d'ailleurs des notions de classe sociale. Et c'est plutôt le langage du pouvoir qui s'exprime dans ce premier, dans Discours à la Nation, puisque c'est des patrons puissants qui parlent, c'est des aspirants tyrans en quelque sorte. C'est des gens qui ont le pouvoir, qui ont la possibilité d'obtenir l'oreille des autres, et donc qui parlent et qui sont écoutés et qui cherchent le consentement dans un pays où il pleut. Et dans ce pays où il pleut, il y a des gens qui ont un parapluie et des gens qui n'ont pas de parapluie, et des gens qui ont un fusil pour défendre leur parapluie. Et puis des gens qui n'ont pas de parapluie ni de fusil, mais qui sautent sur les épaules des gens qui ont un parapluie, qui leur prennent leur fusil pour essayer de leur prendre leur parapluie. Une espèce de climat de guerre civile dans lequel on ausculte les mécanismes, je dirais que c'est ça. Ça regarde les mécanismes entre dominants et dominés. Ouais. Alors, on va recadrer pour tous ceux qui ne connaîtraient pas le travail de Monsieur Celestino. C'est l'auteur avec lequel vous travaillez. C'est une trilogie en fait. Et c'est une reprise de 3 spectacles que vous avez déjà montés dans le passé. On va parler essentiellement de Discours à la Nation parce que c'est le prochain qu'on pourra voir. Ce sera la semaine prochaine au Rideau de Bruxelles. Mais il y avait Laïka et il y avait Pueblo. Je vous ai vu tiquer sur le mot trilogie. Ouais. Parce que c'est pas, en fait, Laïka et Pueblo font partie d'une trilogie dont le 3e épisode arrivera bientôt, une trilogie de périphérie où là on reste avec des personnes qui sont les derniers justement. Là ça part, contrairement à Discours à la Nation qui part par en haut, là, on est vraiment par en bas et on est avec des personnes, on fait le récit de personnes qui n'ont aucun espace dans le récit médiatique, dans le grand récit, qui n'existent pas, qui sont en marge. Et donc Laïka et Pueblo sont les 2 premiers volets et il y aura un 3e volet prochainement. Mais Discours à la Nation est à part, il n'est pas dans la trilogie. Ouais. Le travail d'Assiano Celestini, que vous épousez professionnellement, c'est de dénoncer l'exploitation? Je peux résumer ça comme ça? C'est de faire des poèmes contemporains qui prennent en compte l'exploitation, la déshumanisation, le crime du capitalisme, la violence du capitalisme. Ouais. Ces héros, ils vont travailler dans des centres de grandes multinationales qui font de la vente en ligne. Ils sont parfois un petit peu sur le bord du chemin, parfois ils ont des addictions, parfois ils ont de la révolte. Ouais, ils ont des vies, en fait, des vies quotidiennes et banales, et c'est des personnages dont on entend parler dans nos articles de journaux, en bas d'une notice d'un journal un peu dégueulasse, que lorsqu'il arrive justement un événement un peu scandaleux, quoi. Quand il arrive un événement éclatant, une grève, quelque chose dont on peut parler, on peut accoler ce fait divers à ces personnes, alors là, ils existent à travers nos yeux. Mais le récit quotidien de ces personnes qui sont vraiment les broyés, en effet, par exemple dans Laïka, dans Pueblo, il y a des manutentionnaires africains sans papier, de ceux qui ont débarqué chez nous sur des rafios et qui travaillent dans les entrepôts de logistique, et qui travaillent sans salaire, 1 mois sur 2. Ces gens-là, en effet, n'ont aucune histoire, n'ont presque pas de visage et presque pas de nom.
L'idée, c'est de donner un récit quotidien, mais aussi de parler de la magie qu'il y a dans leur tête, de tout ce qui leur permet de vivre, de survivre, au clochard qui fait la manche sur le parking du supermarché, à la clocharde qui ne fait pas la manche, d'inventer des histoires. Et d'ailleurs, tout fonctionne par l'imagination dans ces récits. C'est-à-dire qu'à force d'imaginer, on se rapproche d'une vie, même si elle est fausse, elle est vraie. C'est-à-dire à force d'imaginer la vie de ces gens, on commence à comprendre comment ils font pour vivre réellement dans ce monde-ci. Alors, dans ce monde-ci, il y a donc les exploités, il y a les exploiteurs. Avec le discours à la nation, on va se retrouver, donc c'est l'autre versant de la pièce, on se trouve du côté des exploiteurs. Je vous propose qu'on voit un premier extrait, c'est le début du spectacle, et on en reparle juste après. Camarades, et je veux vous appeler ainsi, même si je sais que vous n'employez plus ces belles paroles, mais pour moi, vous êtes toujours des camarades. Vous, exploités, miséreux, humiliés, offensés, bref, vous, prolétaires de tous les pays qui un beau jour deviez vous unir pour briser vos chaînes. Mes très chers camarades, permettez-moi de me présenter, je ne suis pas un des vôtres, je ne suis pas un camarade, moi je suis un patron, ou plus précisément, je suis un représentant de la classe dominante, comme le disait Marx, un représentant de la classe hégémonique, comme le soutenait Gramsci, dominante, hégémonique, camarades, ces termes me plaisent. Combien est plus agréable, n'est-ce pas, plus scientifique, le binôme hégémonie, subalternité, à côté de esclave, patron, qui, avouons-le, fait quelque peu horreur. N'est-il pas plus ludique, plus rebondissant, le binôme dominant-dominé, n'est-ce pas, dominant-dominé, qui semble vouloir dire d'un clin d'œil, moi je suis au-dessus et hop, toi tu es en dessous. Dominant-dominé. Ces termes, camarades, sont beaucoup plus beaux que bourreau et victime. Camarades, je suis venu vous parler honnêtement, avec des paroles franches, sincères, honnêtes et directes. Nous avons tout appris de vous. Nous vous avons exploité pendant des siècles. Nous vous avons enseigné à respecter la propriété privée en vous convainquant que la terre nous appartenait, en vous imposant de nous offrir la moitié de vos récoltes, alors qu'en réalité, c'est nous qui vous volions la moitié de vos peines. Un jour, nous vous avons extirpé de vos champs et de vos ateliers pour vous amasser les uns sur les autres dans des usines, et ce jour-là, camarades, ce jour-là, vous avez pris conscience et vous vous êtes rebellés. Il vous aura fallu 2 siècles, c'est vrai, mais au final, et c'est ça qu'il faut retenir, camarades, vous y êtes arrivés. Bravo! À présent, nous pouvons vous le dire, nous aussi, à votre place, dans les mêmes conditions, bien sûr, nous l'aurions fait. Vous nous avez expliqué qu'avant, vous étiez comme les miettes sur la table débarrassée et que c'est précisément nous qui vous avons unis comme les 5 doigts d'un poing. C'est en usine, camarades, que vous avez acquis une conscience de classe. Conscience de classe, camarades. C'est un très beau mot. Et c'est vous qui nous l'avez appris. David Murgia, c'est violent, hein, il y a de la satire, il y a de l'ironie, il n'y a pas beaucoup d'état d'âme ni de morale dans ce discours. Il y a en effet, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais il y a un cynisme de la part des puissants, il y a un cynisme de notre part à nous, et là c'est en effet un patron, un patron puissant. Fait beaucoup rire. En fait, ça m'effraie un peu parce que j'ai pas joué ce spectacle depuis 5 ans, je crois, et donc là je dois le reprendre la semaine prochaine. Ça me fait un peu réaliser qu'il y a du travail. Mais en effet, c'est des patrons puissants et j'aime beaucoup ce texte parce qu'il dit « J'ai tout appris de vous, c'est vous qui avez tout inventé, nous on vous a offert ça, vous êtes indignés, on vous a donné ça, vous avez dit que c'était pas suffisant, vous avez dit qu'on était paternaliste. En fait, vous avez tout inventé, toutes ces notions extraordinaires, c'est vous qui les avez inventées. Vous nous avez déçus, pourquoi est-ce que vous en êtes là aujourd'hui, quoi? Pourquoi est-ce que vous nous avez laissé faire ça ?» Et ce patron s'interroge même, il se dit « Mais comment ça se fait qu'une classe comme ça, une classe dominée, quand arrive une classe encore plus dominée qu'elle, elle préfère ressembler à la classe dominante pour tenter d'écraser ceux qui sont en dessous plutôt que de s'allier à celle qui est en dessous pour tenter de recréer un équilibre. » Et c'est vraiment, pour moi, c'est de la sociologie marxiste en quelque sorte ce texte. Ouais, et ça décrit aussi que quand on a un problème avec ces dominés, il suffit de faire venir des dominés encore inférieurs et puis ça résout le problème. Ouais. Toute ressemblance avec notre société contemporaine est évidemment fortuite, j'imagine. David Murgia, vous avez dit, j'ai un petit peu peur de rejouer ce texte. Il faut préciser, hein, donc les 3 reprises que vous faites en ce moment au Rideau de Bruxelles, c'est à chaque fois des seuls en scène. Hein, vous êtes seul. Alors il y a parfois un musicien qui vous accompagne. Oui, il y a un musicien. Mais vous êtes seul à parler. Seul à parler pendant, ça dure combien de temps? 1 heure, 1 heure et demie chacun des spectacles? 1h30, discours dure 1h15 peut-être. Ouais. Ça veut dire que c'est un fabuleux exercice de mémoire? Ben oui et non, c'est comme une performance mais qui fonctionne... la particularité du théâtre d'Ascanio Celestini, c'est qu'il fonctionne sur l'oralité et la tradition orale et j'ai pas eu l'habitude, à part avec lui, de travailler de cette manière et c'est devenu quelque chose auquel je n'échappe plus à présent. C'est que tout ça ne s'appuie pas sur un texte définitivement écrit
ce n'est pas l'acteur qui récite bien le texte, qu'il a bien appris par cœur et qui se met bien dans les positions. C'est une performance du souvenir en fait. Donc le texte bouge comme une partition de jazz. J'ai une partition précise dans la mécanique du texte, dans les rapports de force de l'histoire, dans les personnages qui vont intégrer. Mais c'est comme si moi j'étais cadreur dans l'histoire, par exemple, et que je changeais un petit peu la caméra de place. Et donc il peut y avoir des images sensiblement différentes en fonction du soir et des mots. Je sais ce que je vais dire, mais je ne sais pas précisément quel mot je vais employer pour y arriver. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'en préparant cette émission, j'ai regardé plusieurs captations vidéo et j'ai remarqué qu'il y avait parfois des paragraphes qui bougeaient de place et qu'il y avait parfois une petite inversion ou une petite modification dans le texte. C'est voulu. Mais ça fonctionne comme ça aussi dans le souvenir, c'est-à-dire c'est ce qui me permet de ne pas apprendre le texte par cœur, mais de le visualiser. L'enjeu du théâtre de narration, en quelque sorte, c'est de faire voir, de voir les choses, et en voyant les choses, de les faire voir à un spectateur, enfin au public. C'est-à-dire de fonctionner plus comme un vidéoprojecteur qui envoie des images, et de l'autre côté, le public qui regarde une scène vide voit non pas un acteur, mais toutes les images parlées par l'acteur. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment de créer de la mécanique du voir, quoi, de l'imagination. Vous parlez de mécanique, tout à l'heure vous avez parlé de poésie. Il y a une particularité dans l'écriture de Celestini, ce sont des phrases qui reviennent, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de boucles, c'est-à-dire qu'on commence une démonstration et puis on va revenir sur la même phrase et puis ça va nous emmener plus loin. C'est comme un petit peu une pierre qui ricoche sur l'eau mais qui ricoche très longtemps. Vous êtes d'accord avec cette métaphore ? Oui, tout à fait, on peut dire ça comme ça. Dans la logorie verbale, ça fonctionne comme ça, c'est des mots qui donnent des idées d'autres mots et ensemble... mine de rien, compose des images très précises. Mais c'est de la poésie, on peut dire de la chanson aussi, du cantastoria, des chanteurs d'histoire comme ça aussi. C'est quelque chose qui est proche de ça. Et en effet, il y a un rythme très rapide dans le récit employé. Ça chevauche, c'est comme un train qui part et il faut s'y accrocher, mais il y a beaucoup de refrains qui reviennent et du coup, on parvient à se réaccrocher aux images. Ouais. Alors, c'est un formidable exercice d'élocution, hein, parce que vous êtes 1h30 tout seul sur scène, mais vous ne butez jamais sur les mots, il faut quand même le souligner. Et il y a aussi dans ce théâtre-là tout un jeu sur le décalage entre le discours officiel, prononcé à forte voix, et puis l'aparté, où je suis dans la confidence. Comment on passe de l'un à l'autre. C'est une déconstruction là aussi qui peut changer d'un jour à l'autre ou pas ? Oui, tout à fait. Et ça aussi, ça fonctionne comme ça dans le souvenir ou quand on raconte une blague. Par exemple, les blagues, on ne les apprend pas par cœur, les blagues. Et on arrive à les redire. Et à chaque fois, on les interprète d'une manière un peu différente. Les apartés et ce qui est porté plus fort peut aussi changer sans l'avoir prévu. C'est en fonction de comment ça se raconte aujourd'hui, quoi. Mais c'est vrai que non, tout ça reste libre. La partition, vraiment, comme du jazz, j'insiste, la partition est très précise et en fait, le musicien a la capacité de voyager autour de cette partition et en fait, même s'il est trop près de sa partition, il s'invite à trébucher volontairement pour aller explorer d'autres zones. Alors, on reviendra au jazz dans quelques minutes, vous allez voir. Je voudrais qu'on voit un deuxième extrait. Vous avez parlé de sociologie marxiste. On va s'en approcher. Je n'arrive presque pas à imaginer, camarades, quel pays extraordinaire aurait pu être le vôtre si vous aviez gouverné pour un temps, vous, avec vos grandes idées de liberté, d'égalité, avec votre utopie merveilleuse. Si le Premier ministre, camarade, avait été un des vôtres, si le Premier ministre avait été, je sais pas, disons, Karl Marx, non, pas Karl Marx, oublions Karl Marx, Bakounine, non, pas Bakounine, Gramsci. Vous connaissez Gramsci, n'est-ce pas ? Cet Italien qui, à 2 ans, a eu la colonne vertébrale déformée par une tuberculose osseuse. Et pourtant, à 11 ans, il travaillait déjà 10 heures par jour pour gagner 1 kilo de pain. Et à cause de cette maladie, Gramsci ne mesurait qu'1,50 m, mais c'était un géant. Et malgré qu'il provenait d'une famille très pauvre, en Sardaigne, Gramsci a réussi à obtenir une bourse d'études pour aller étudier à l'université de Turin. Et là-bas, il vécut dans des conditions encore plus misérables parce que la nuit, il devait étudier en marchant dans sa chambre, en tournant en rond, pour éviter que ses pieds ne gèlent. Gramsci a eu le temps de fonder le Parti communiste italien, de tenir son premier et unique discours au Parlement, et puis il fut emprisonné à 36 ans. Et pendant les 10 ans d'enfermement qui l'ont amené jusqu'à sa mort, Gramsci a renouvelé la pensée socialiste. Et malgré qu'il recouvra la liberté seulement 5 jours avant sa mort, c'est Gramsci lui-même qui nous dit que face au pessimisme de la raison, il faut opposer l'optimisme de la volonté. On a changé de registre, on est dans la confidence, dans le conte, dans le récit historique. C'est le vrai David Murgia, là, on est plus proche de David Murgia que quand on est à la tribune, quand on est dans ce passage-là. C'est vrai que là, c'est plus
le narrateur qui revient et le personnage qui s'efface, enfin le personnage du puissant qui s'efface pour... Oui, c'est une espèce de confidence, c'est une petite tragédie en fait ce moment-là, c'est quelque chose d'un peu plus sincère. Si seulement en fait au pouvoir, s'il y avait encore une conscience de l'état de la situation, de l'état de la gauche aujourd'hui au pouvoir, quel pays formidable on pourrait faire. Mais c'est quelque chose c'est une utopie. C'est vraiment une utopie ou Ouais. c'est un rêve secret que vous pourriez avoir? Bah, réalistement, on n'en est pas là. Les enjeux dans la lutte sociale aujourd'hui ne sont pas à rêver de ça. Je pense pas. Plutôt à opposer des petites résistances dans des endroits sur des terrains particuliers. Ouais. Pas plutôt de rêver du gouvernement, non. On a parlé de Marx dans cet extrait, on a parlé de Bakounine qui était un penseur libertaire, on a parlé de Gramsci évidemment. Vous diriez que c'est un spectacle marxiste ou d'inspiration marxiste ou ça dépasse ça? En tout cas, c'est clair que ça réhabilite des termes, des notions qui voudraient avoir disparu aujourd'hui du langage, y compris de la gauche et de la pensée de gauche, quoi. Des leçons qui deviennent presque gênantes. On ne parle plus de classe sociale, on ne parle plus de lutte des classes. Mon Dieu, que c'est affreux. On ne parle plus d'hégémonie, on ne parle plus... Et pourtant, oui, il y a une espèce un langage nouveau qui a écrasé ça. Et pourtant, on voit aujourd'hui qu'elles réapparaissent quand même, en fait, finalement, avec la montée de ces inégalités, avec l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui, ça réapparaît. Et je trouve que c'est important de réentendre ces mots-là, de pouvoir les utiliser, en tout cas. Ouais, et on peut les coller sur plein de situations. On a parlé de la logistique, on pourrait parler des livreurs à vélo qui sillonnent nos villes ou de ceux qui nous amènent les colis, etc., etc. C'est important de dire, David Murgia, parce qu'on parle beaucoup de politique, ça a l'air très sérieux, mais la poésie de Célestini, elle nous donne la pêche aussi. C'est-à-dire que quand on sort de ce spectacle, on dit « Ah, j'ai passé un bon moment et j'ai de l'espoir quand je sors ». Oui, tout à fait, mais la poésie a cette capacité-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que c'est, pour moi, presque plus intéressant de m'engager dans l'art, en fait, finalement. Que la capacité, les territoires vers lesquels peuvent nous amener la poésie sont beaucoup plus réjouissants, enfin en tout cas ouvrent beaucoup plus de perspectives et fournissent beaucoup plus d'énergie. La lutte sociale, c'est vraiment être militant dans la vie politique, c'est très très compliqué parce qu'on ramasse des fêtes sur des fêtes et l'état du monde n'est vraiment pas joyeux. Mais dans la poésie, en effet, on peut atteindre des zones, des endroits qui viennent réveiller des parties de nous en fait, ou qui nous font simplement visiter des endroits encore inexplorés et ça c'est vraiment magique, même si c'est éphémère, même si ça disparaît quelque part. Une part de nous s'en souvient et l'idée c'est vraiment ça. Comme ce que peut faire la musique, comme ce que peut faire la profondeur que peut apporter un tableau, une peinture. Donc ces territoires-là sont... c'est pour ça que c'est pas de la politique, c'est pas un manifeste, c'est pas du tout c'est pas une parole politique portée sincèrement, ça n'aurait pas d'intérêt. Je pense que ça desservirait même le potentiel que peut amener le théâtre. Mais c'est plutôt un grand poème. Ouais. Une pièce de théâtre. Donc il y a un petit décalage et ça nous aide à réfléchir. Je vous pose quand même cette question parce que on vous a vu vous engager sur des causes pour le statut des artistes, pour au moment où il y avait la Covid-19 et que tous les lieux culturels étaient fermés, vous avez participé à un certain nombre d'actions collectives, David Murgia. On ne vous verra jamais en syndicat des artistes ou en homme politique. C'est pas quelque chose qu'on pourrait envisager dans 5, 10, 15, 20 ans? Je sais pas, non, je crois pas. Mais, par contre, ça m'arrive d'aller dire aux syndicats, dites les amis quand même. Aidez-nous là. Mais plutôt, plutôt faire à partir des réalités que moi je vis en tant qu'artiste, ça m'intéresse. Ou alors simplement faire ça, et c'est là où je pense, où je m'investis le plus, en dehors de tout ce qui concerne le statut d'artiste, en fait, qui est une toute petite chose par rapport à l'intermittence en général dans une société du travail qui emploie de plus en plus de gens avec des contrats à durée déterminée, qui les fait rouler, comme vous dites, sur des vélos pour une bouchée de pain, qui nous apprend à tous à devenir des petits indépendants auto-entrepreneurs, comme ça va arriver avec les artistes bientôt. C'est plutôt réfléchir à ces questions-là par la réalité vécue m'intéresse plus que d'aller chercher des voix. Ouais. Ça s'appelle Discours à la Nation de Célestini. On rappelle les dates, c'est à partir de mercredi prochain, donc du 22 au 25 juin au Rideau de Bruxelles. C'est un spectacle qui avait eu un succès magnifique il y a 5 ans. Et donc si vous l'avez raté, il faut vraiment aller le voir maintenant au Rideau de Bruxelles. Asciano Célestini par David Murgia. Est-ce que je peux dire, David, que la rencontre de Célestini et de David Murgia, c'était une vraie réussite et que quelque part, c'est sans doute une des pièces qui vous définit, enfin un auteur qui vous définit parfaitement aujourd'hui? Ah oui. Ouais, on peut le dire comme ça. Qu'il y a un avant et un après ces textes-là, non?
Il y a surtout un très long pendant. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille avec Ascanio et je ne suis pas prêt de lâcher cette poésie. Ouais. Alors, je vous propose de regarder sur votre gauche, sur la banquette, il y a un CD. Est-ce que vous pouvez le prendre et me dire ce que vous voyez, ce que vous imaginez ce que c'est, est-ce que vous connaissez l'artiste ou pas? Alors je vois un cello et je ne connais pas l'artiste, c'est Gaëtan Castells. Eh ben, vous allez apprendre à connaître Gaëtan Castells. Ah bah super. C'est vrai. C'est moi, C'est toi. tout à fait. Et ça pas. Allez, petit CV express, Gaëtan Castells. Présentez-vous auprès de David Murgia. Moi j'ai étudié au Conservatoire de Bruxelles, ici en Belgique. Je suis dans la classe de Jean-Louis Razafos, je suis contrebassiste. Après, en sortant, je suis allé vivre en Espagne pendant 5 ans. Et là j'ai commencé à développer un peu certains des morceaux qui sont là-dedans. Et puis je suis revenu ensuite en Belgique parce que j'étais arrivé là-bas pendant la crise de 2008 et ça a été assez dur pendant quelques années. Et donc je suis venu en Belgique et là j'ai recréé un groupe, enfin j'ai mis un peu de temps hein, parce que je suis revenu en 2012 et j'ai fini par recréer ce groupe Ozaïn Quartet avec lequel, avec Pierre Urti, Bruno Grolet, Nathan Surquin et moi-même. Ouais. Et donc on joue mes compositions et on a enregistré ça. Et eux, ils jouent quels instruments? Donc il y a trombone, saxophone, batterie et moi, contrebasse. Ouais. On va s'arrêter un instant là-dessus, Gaëtan. C'est assez rare la formation que vous proposez. Donc il y a 2 souffleurs, on va dire ça comme ça, et il n'y a pas d'instrument harmonique, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de guitare. Alors non, il y a aucun de ces, il n'y a pas ces instruments-là. C'est en fait, c'est rare, mais en même temps, ça se fait quand même assez fréquemment, que ce soit avec une trompette ou un saxophone en trio. Et moi, j'aimais bien la combinaison du trombone et du saxophone. Ténor, ils sont souvent en fait dans la même tessiture, donc dans la même hauteur de son. Mais c'est surtout qu'à 2, quand ils permettent de faire vraiment quelque chose de très puissant. Et le fait qu'il n'y ait pas d'instrument harmonique enlève un peu le côté arrondi de la musique, c'est beaucoup plus brut. Est-ce qu'on peut écouter? On va écouter. Si ce que David Murgia a demandé, on va se plier à la demande de David Murgia. Un extrait de l'Ozaïn Quartet de Gaëtan Castells.
David Murgia, première réaction. Moi, ça m'impressionne, les musiciens. Ça m'impressionne. Une langue que je ne sais pas parler, en fait, quoi. Je joue un petit peu, je chipote avec des instruments, notamment avec le Raoul Collectif, on se met toujours à quelques instruments, mais là, surtout le trombone à coulisses, c'est vraiment un instrument impressionnant, je trouve. Ouais, bah oui. C'est... Moi, j'apprécie vraiment le son en fait, que ça peut donner. Comme je te disais, la puissance que ça dégage. Et en fait, la combinaison des deux aussi permet d'oublier le fait qu'il y ait ce manque d'instruments harmoniques, puisqu'ils construisent en fait l'accord ensemble, si tu veux. Et mais effectivement, oui. Moi, ça me raconte des histoires, quoi. La musique met parfois des mots comme ça. Ça donne toujours envie. Enfin, moi, je travaille beaucoup dans mes spectacles avec un instrument de musique à côté et la musique raconte quelque chose de différent, raconte une autre histoire que j'utilise pour raconter l'histoire avec les mots, quoi. Mais ça, ouais, tout à fait. Du coup, ça m'évoque souvent à faire venir des mots dessus, quoi. Ça m'invite à ça. Allez, super. Gaëtan Castel, tout à l'heure, David Murgia a dit « Moi, je travaille comme un musicien de jazz », c'est-à-dire que j'ai une trame et puis je m'autorise à sortir de la trame et puis j'y reviens. C'est une bonne définition de votre musique, ça ou pas ? Alors, c'est une excellente définition. En fait, même, je dirais même qu'ici, j'essaye même de laisser de la liberté dans la trame de départ. En fait, ce groupe, je suis vraiment parti de vouloir laisser beaucoup de liberté aux musiciens avec qui je joue. Et donc, dans la composition, je laisse énormément de place. Il y a des endroits où j'écris quelques notes. Ils savent qu'ils doivent partir de ça, mais ils ont de la place pour remplir ce qu'ils veulent. Et j'aime surtout le fait que chaque concert du coup est différent en fait, puisque ils vont jamais jouer deux fois la même chose à ces endroits-là, et ça permet de partir vraiment dans des directions très différentes. Et voilà, et c'est ça que... C'est exactement comme ça que je travaille aussi avec le texte, c'est-à-dire j'écris pas, les phrases sont pas écrites parfois en entier, il y a des endroits très écrits qui sont comme des poèmes, des fixes, comme les refrains, je sais que je vais les dire précisément comme ça, et puis il y a d'autres endroits où il y a que les idées principales, et puis là-dedans, il faut passer, quoi. Tu racontes l'histoire, mais sans avoir choisi les voilà. Ouais. Vous avez parlé du Raoul Collectif, qui est donc la troupe à laquelle vous appartenez aussi, David Murgia, où on utilise effectivement la musique. Votre dernier spectacle, je pense, s'appelle Une cérémonie, ça racontait une réunion, on ne sait pas trop si c'est une fête ou pas une fête, etc. Et il y a effectivement des musiciens sur scène et effectivement les acteurs jouent aussi de la musique. La musique, ça doit être festif. Il y a quelque chose là de cet ordre-là quand on parle de musique pour vous ? C'est en tout cas, en effet, c'est une histoire de réunion, la musique, de rassemblement, quoi, et de générer quelque chose en plus. Comme ce que fait le théâtre avec les histoires, on raconte, et puis à force, le public qui écoute, et il y a une chose supplémentaire qui se crée. Et la musique, nous, le Raoul, on l'utilise comme ça. Notamment, on l'utilise souvent au début des répétitions parce qu'on chante souvent, en fait, au début des répétitions. On avait commencé comme ça, à l'époque du Signal du Promeneur, parce que on essaye de trouver une harmonie, et puis quand on l'a, on passe à autre chose. Ouais. Gaëtan Castel, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, c'était un morceau assez dynamique, j'ai presque envie de dire dansant, presque envie de dire, il y avait même des accents qui peuvent relever du brass band, donc c'est fanfare un peu style Nouvelle-Orléans. Est-ce que vous êtes d'accord à ce que je dis ou est-ce que je suis en train de commettre un crime ? Alors, je suis tout à fait d'accord. En fait, le côté fanfare, on le développe même parfois en concert, mais plus dans le côté burlesque et un petit peu... Il y a une certaine forme où on ne se prend pas tout à fait au sérieux quand même. Ouais. Même si on est très sérieux avec la musique, mais au moment de la jouer, on joue, quoi. C'est pas... Alors on va voir un deuxième extrait, si vous voulez bien, parce qu'il y a une palette relativement large dans ce quartet. On va changer d'ambiance.
Voilà, petit extrait. Gaëtan Castel, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Le titre du morceau? Le morceau s'appelle Facts from Outer Space. Voilà, et donc c'est un des extraits de cet album. On va rappeler, cet album s'appelle The Missing Ones. Hein, c'est donc Gaëtan Castells avec son Ozen Quartet. C'est paru chez Mongno Music. Et il est paru depuis un petit temps, mais il en vente maintenant, on le trouve toujours. Hein. Il est toujours en vente, bien sûr. Ouais. Et il est paru seulement, en fait, seulement depuis janvier. Ah, depuis janvier, donc on n'est Oui. pas tellement en retard, donc ça On va. n'est pas tellement en retard. Ça va. On va signaler un concert. Le prochain concert que vous allez donner, ce sera dans le cadre du Festival Musique 3. Hein. Tout à fait. Ce sera le 26 juin et ce sera à Flagey. Voilà, à 18h. Ouais. Ça va de jouer dans un festival, c'est agréable ou on préfère avoir sa date à soi? Ah les deux sont intéressants. Les deux sont intéressants. Voilà. Voilà, Gaëtan Castells, Ozen Quartet. David Murgia, sur votre gauche, il y a une bande dessinée. Vous pouvez me lire le titre? Alors, c'est de l'ami Fred Janin et Gilles Dalle. C'est Avec les compliments du chef. Vous connaissez Fred Janin? On connaît tous Fred Janin. On connaît tous Fred Janin. On va essayer de voir si on peut encore découvrir quelque chose sur Fred Janin. Bonjour. Ça va? Ça va. Gaëtan Castells, est-ce que vous aussi vous connaissez Fred Janin ou vos voyages en Espagne vous ont éloigné de cette actualité-là? Alors, je connais Fred Janin, mais depuis bien longtemps avant de partir en Espagne. Mon frère me l'a fait découvrir avec des cassettes de Snull qu'il enregistrait à la radio dans les années Au siècle bissextiles. dernier. Mais tu connais Manénen aussi, il faut dire que tu connais Manénen. Je connais Manénen, exactement. Ouais. Fred Janin, donc homme de radio, homme de télévision, dessinateur, chroniqueur à la radio. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de très important? Sûrement, mais c'est pas grave, je ne sais pas. Multicasquette en tout cas. Oui. Multicast- Trop de tout. Ouais. Avec les compliments du chef. Le chef, c'est pas vous. Expliquez-nous de quoi on parle. Alors, c'est un restaurant un petit peu chic qui, il y a quelques mois, nous a invités à manger, Gilles Dalle et moi. Et ils ont dit, on va bientôt fêter nos 7 ans, on trouve que ce serait chouette de faire une BD sur ce thème. Et comme on ne sait pas dire non, on s'est dit oui, peut-être que c'est une bonne idée. On a fait 2-3 planches en étant persuadés qu'ils allaient dire oui, non, ça ne nous fait pas rire du tout. Et en fait, ils ont trouvé que les premières planches qu'on a faites étaient chouettes. Et ce qui était curieux, c'est qu'on a cru au départ qu'ils voulaient juste faire une plaquette publicitaire pour le restaurant et offrir ça aux clients. Ils ont dit non, on voudrait que ce soit une vraie bande dessinée dans les librairies. Et donc, ça nous a obligés à chercher un éditeur qui est en SPAC et qui a bien voulu faire ce truc un peu entre deux. Ouais, c'est-à-dire qu'on est presque au départ sur une œuvre de commande Tout à fait. et à Oui. l'arrivée, on est sur une BD qui tient la route pour le grand public. Ben, j'espère, il faudra demander au grand public, c'est le prochain invité. Grand public. Ouais. Je vous propose qu'on voit quelques-uns de vos dessins, comme ça on va voir quelques planches et on va pouvoir les commenter. Si je dis que c'est des gags en 1 ou 2 pages Oui. et qu'on retrouve un petit peu, j'espère que ça va vous plaire, l'inspiration que vous auriez peut-être pu trouver du côté de Gaston Lagaffe ou de Franquin. Tout de suite les grands mots. Tout de suite les grands mots. En tout cas, c'est de la bande dessinée d'observation. Il faut dire que ma collaboration avec Gilles Dalle, ça commence à dater. C'est le 9e album qu'on fait ensemble. Et Gilles est quelqu'un qui a une plume formidable, mais aussi un sens de l'observation que nous partageons avec grand plaisir. Donc, moi, jusqu'à présent, j'essaye gentiment d'illustrer les textes de Gilles Dalle. Dans le tout premier album qu'on avait fait, ça s'appelait Malaise Vagal. Ce sont des déclinaisons des sketchs radio qu'on faisait ensemble. Il avait écrit des sketchs radio que je trouvais super drôles. Et on s'est dit, tiens, ce serait marrant de les décliner en bande dessinée. Donc c'est comme ça qu'on a démarré notre collaboration et le début d'une éternelle amitié.
Ouais. Je dis ça parce qu'il nous regarde sûrement. Bah, j'espère bien qu'il nous regarde, Ah bah lui, oui. lui et beaucoup d'autres. Petite question quand même, est-ce que vous avez échangé ça contre des bons repas ou pas? Oui, ben, on était obligé, c'était professionnel. C'était donc on devait se professionnel. taper quelques business lunch, qui d'ailleurs est à 28 €, ce qui est tout à fait raisonnable. Et ce qui était marrant, c'est qu'ils nous ont, dès le départ, confié un cahier qu'il y avait en cuisine et dans lequel ils mettaient des anecdotes vécues. Je crois que ça doit être la même chose dans tous les métiers. Il y a un endroit où on rassemble des trucs. Ça fait des années que je croise des gens qui me disent « Oh, vous devez venir chez nous, vous auriez plein d'idées pour vos sketchs ». Donc c'est un peu le même genre de truc. Mais en réalité, le cahier n'a pas servi à grand-chose. C'était des gags rigolos, mais pas vraiment publiables. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un point de vue, Fred Janin, donc vous dites que c'est une bande dessinée d'observation, mais le point de vue, c'est quand même plutôt de vous intéresser aux clients, au travers des clients, au côté enquiquinant des clients, Oui. et c'est plutôt les clients qui en prennent plein leur grade dans cette Mais BD. je crois que c'est ça qui nous amusait le plus avec Gilles. C'est toujours les comportements humains qui sont drôles à observer. C'est essayer de mettre le doigt là où il y a des petites blessures, des cicatrices. Je n'aurais pas eu énormément de plaisir à devoir dessiner tout le temps la cuisine et donc je trouve beaucoup plus marrant. Maintenant, j'ai aussi un autre plaisir, c'est de changer de serveur, c'est-à-dire d'une page à l'autre. Si le chef est toujours le même, parce que le chef tenait à être dans la BD, le sommelier y est aussi, mais tous les autres sont des personnages que j'aime bien faire. C'est comme du jazz, et comme de l'impro, faire sortir de mon crayon des tronches et des personnages différents. Évidemment. Ça, c'est vraiment très très gai. Enfin, ça donne, pour moi, ça me donne une jubilation. Ouais. David Murgia, Gaëtan Castel, vous allez, j'imagine, de temps en temps au restaurant, vous êtes des clients enquiquinants. Est-ce que vous prenez conscience que pour celui qui vous sert, ça peut parfois être un peu pénible? Mais dis la vérité. J'espère que non. Ça dépend des clients, hein. Tout le monde n'est pas exécrable. Moi, je suis Vous avez plutôt un plutôt des client de têtes de baraque bons à frites. clients. Moi. Je suis plutôt un client de baraque à frites, genre c'est Oui. 3 fois semaine, quoi. Et Mais donc ça peut ça marcher. n'incite pas à la supériorité. Ben, en tout cas, Beaucoup c'est moins, facile, tu fais la file, tu prends une grande, une petite Ouais. mayo ou ketchup et puis c'est tout, quoi. Ouais. Oui, mais C'est vrai ça- qu'ici, le Bruckmann est un restaurant avec beaucoup de... Il y a 30 personnes qui travaillent, donc Ouais, il y a ouais. toujours une kyrielle de serveurs tout autour qui regardent si on est bien... Après, je crois que je préfère les clients aussi, c'est-à-dire que j'aime bien, quand je vais au restaurant, regarder mes amis qui s'y connaissent en vin, dire Oui, ah oui, oui, oui. non, Ah, ben, il y a pas deux pages celui-là, là-dessus. mais plutôt Oui, oui. celui-ci, et puis ah, ça c'est pas bien cuit, ça c'est... Alors que moi, je crois que tout Oui. passe à peu près, je crois. Oui, et moi je dois dire que je suis parfois très embarrassé quand à ma table, il y a quelqu'un qui veut prendre le pouvoir et montrer sa supériorité vis-à-vis des clients. C'est toujours très gênant, quoi. Mais il y en a qui, parce qu'ils payent et parce que c'est un resto un peu chic, se disent Ah, oui, oui. on a le droit de mépriser les êtres humains qui sont là et qui font leur boulot. Ouais. Même à la baraque à frites, hein, vous pourriez demander la sauce tartare à part, mais par Eh contre oui. la sauce ketchup mélangée avec un petit peu de mayonnaise. Il y a moyen d'être pénible, je vous assure. Garçon, il y a un cheveu dans ma sauce. J'ai parlé de Franquin. Oui. C'est pas par hasard, c'est parce que quand même, il y a un petit côté décalage, un petit côté critique des caractères, un petit côté critique de la société de consommation que j'ai retrouvé dans cette BD-là, Fred Janin. Oui, c'est marrant parce que ça m'évoque un souvenir, puisque je suis le plus âgé, je peux raconter des vieux trucs. Allez. J'étais un jour chez Franquin, tout timide et comme ça, tremblant. À et je quel lui- âge là? Là, j'ai 20 ans, je crois. Il m'invite chez lui et je lui dis, moi, Franquin, ce que je préfère chez toi, c'est toute la kyrielle de personnages secondaires observés. Parce qu'on a le gag, bien sûr, on a les héros, d'accord, mais il y a, il y a la concierge de chez Dupuis, Mélanie Moller, est un personnage, on a l'impression qu'on la connaît. Et il était, à mon avis, très flatté, très touché que je lui dise ça, mais il a juste dit, oh, ce sont des stéréotypes. Donc il y a vraiment, il y avait chez lui une modestie maladive, quoi, mais c'est vrai que moi, c'est toujours ce que j'ai préféré chez lui, c'est cette justesse d'observation pour le moindre figurant qui est à l'arrière-plan. Et ça, on peut dire que ici dedans, c'est pas le cas. Hein. Ouais. Mais on pourrait tirer une série de BD sur cet univers de la restauration, Fred Janin, comme Franquin a réussi à tirer des Gaston Lagaffe sur l'univers de la vie de bureau. Moi, je crois que quand on commence un truc, la meilleure route à suivre, c'est de se dire, on ne sait pas si on en fera un deuxième, un troisième, un quatrième. Le nombre de sketchs en radio où on se disait c'est un one-shot, et puis finalement on se dit, oh c'est rigolo, on va en faire un deuxième, un troisième, puis ça devient une série. Pareil dans Jacques Tolly. Donc maintenant, je sais que quand on fait un premier, peut-être qu'on va avoir envie de faire un deuxième, mais c'est vraiment l'envie qui décide. C'est pas tirer sur une ficelle, c'est pas nourrir sa famille et payer le loyer,
le plaisir de continuer un chemin qu'on a commencé, quoi. C'est bien formulé. Bravo. Ouais, pas mal, hein. Vous vous débrouillez bien. Hein. C'est pas mal, hein. Comme un vieux pro. Le rapport au public et le retour que le public vous donne à tous les trois. J'ai envie de vous poser cette question-là. Est-ce que c'est votre moteur principal? Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle vous pouvez avoir un peu de distance, parce qu'on peut avoir un spectacle ou une BD ou un concert qui marche moins bien que les autres, ou un disque qui n'est pas apprécié par la critique? Ou est-ce que ce retour qu'on espère positif, c'est le moteur? Bah, le moteur, je ne dirais pas. Non, 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 moi non plus. non, je pense c'est le que c'est vrai. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, non. Ça Je fonctionne crois qu'il y a un comment côté- alors? Il y a un côté un tout petit peu autiste dans la création. Et si on se préoccupe trop de la communication et de ce que les gens vont penser de ce qu'on fait, on est foutu. On ne le fait plus. On ne le ferait plus, on est foutu. Ouais. En plus, on est tous des êtres sensibles. Donc, on a des critiques positives, ça fait plaisir. Une seule critique négative, on se dit « Ah, mon monde s'écroule ». Mais en fait, on devrait juste s'en foutre. Est-ce qu'on peut pas simplement s'en foutre? Je me rappelle de Claire Bretéché, je suis encore le grand ancien qui a connu les grands artistes. Bretéché avait une phrase justement à ce propos, du fait qu'on ne devrait pas du tout se préoccuper ni de si le public aime bien, ni si le public n'aime pas. Et à la fin de sa phrase, elle a dit « De toute façon, il n'y a rien à dire de rien ». Ouais. David Murgia, franchement, les critiques, vous les lisez ou vous ne les lisez pas? Les critiques? Oui. Bah oui, quand même, j'aime bien les beaux papiers. Mais c'est pas ça. Parfois, en fait, ce qui m'impressionne dans les critiques, mais c'est surtout ça. Moi, les histoires, je trouve que c'est bien de les raconter si elles me paraissent belles et si elles me paraissent à moi intéressantes. Déjà ça c'est compliqué, d'arriver soi-même à se convaincre que ce qu'on fait, c'est peut-être d'être continuellement convaincu que c'est peut-être intéressant de le faire. C'est déjà assez compliqué. Alors s'il faut s'intéresser de toutes les personnes qui sont dans la salle, ça devient encore plus compliqué. Mais par contre, les critiques, c'est intéressant parce que parfois, comme les spectateurs, à vrai dire, sauf que là, ils ont le pouvoir de la plume, ils voient des choses que tu n'avais pas prévues et ça devient chouette à lire, quoi. Ils entendent des notes que tu n'avais pas composées, ils voient des images Parfois, que tu avais. ils ont un point de vue qui est tellement différent du tien aussi. Oui. Oui, oui. Pas spécialement les critiques, mais même les spectateurs Oui. qui viennent te dire ah c'était super, alors que toi tu t'es focalisé sur les notes que tu as ratées, Tout à les fait. trucs que tu as ratés, et tu te dis ouais, c'était le concert le plus nul de ma vie. Oui. Et eux ils ont été transfigurés, et alors tu te dis finalement j'ai quand même réussi mon coup. Vous-même, Fabrice Grosfilet, vous aviez fait une critique de Laïka dont je me souviens, et dans laquelle vous aviez parlé d'un piquet de grève qui avait lieu à un endroit, je ne sais plus où maintenant, je crois que c'était à Gosselies, je ne sais plus, Tu vas l'attendre à la sortie. ou Caterpillar, je ne sais plus ce que c'était. Mais en tout cas, vous avez fait un lien avec l'entrepôt, et moi je ne l'aurais pas fait immédiatement, et je trouve ça très chouette. Eh ben voilà, je continuerai à écrire des critiques de temps en temps. Ah oui. Est-ce que vous allez les uns et les autres voir d'autres artistes dans votre discipline? J'explique. Est-ce que Fred Janin lit beaucoup de BD? Est-ce que Gaëtan Castells passe du temps dans les concerts? Est-ce que David Murgia va voir les autres? Ou est-ce que le côté autiste dont Frédéric Janin nous parlait à l'instant vous empêche d'aller voir les autres et de vous nourrir de ça? En ce qui me concerne, moi je me nourris justement de ce que je vais voir, de ce que je lis, de ce que j'écoute. Pas uniquement la musique. Alors. Pas uniquement Vraiment, la toutes musique, les tout en disciplines. général, et je pense que c'est très difficile d'écrire de la musique sans jamais en écouter. Et donc voilà, il faut en écouter pour avoir des idées qui viennent naturellement. Sinon, c'est comme tu disais tantôt, tirer sur la ficelle en essayant que ça vienne, en essayant de forcer. C'est très Et compliqué. Enfin, c'est ça ce marche qui pas nous bien, aide. quoi. Je pense que c'est ce qui nous aide aussi à mieux savoir qui on est. On est obligé d'avoir les points de comparaison. Voilà. Donc, écouter les autres, ou regarder les autres, ou aller voir les autres et se dire ah bon, d'accord. Oui, donc c'est un autisme limité quand même. Oui, Tout à faut fait. dire ça. Ouais. C'est l'autisme au moment de la création, je pense. Oui. Vraiment. Oui, oui. Pas Mais c'est de la curieusement, restitution, en fait. Je crois que c'est vraiment important. C'est vraiment important de faire le vide au moment où on voilà. crée. Ouais. Fred Janin, je reviens un instant sur votre BD parce que je voudrais signaler quand même quelque chose. Il y a les planches et en bas des planches, on a un petit personnage, c'est le chef du Oui. restaurant, qui commente les planches. Oui, Ça vous c'était- a amusé ça? Moi, je trouvais ça une épice amusante, même si ça rappelle la coccinelle de Gottlieb ou bien les signatures de Franquin. C'est une deuxième couche, c'est-à-dire il y a le gag lui-même et il y a un petit personnage qui vient de lire le gag et qui réagit. Et comme Mathias Van Eno, le chef du Bruckmann, insistait beaucoup pour figurer dans la BD, on s'est dit, on lui a trouvé un bon rôle dans l'histoire, il passe et il se balade avec nous dans l'album et puis il fait des commentaires.
On arrive à la fin de cet entretien. Comment ça se passe quand on est à 3 sur une banquette? On se connaît un peu, mais pas trop. Et on a un enquiquineur qui fait la voix off et qui essaye de diriger la conversation. C'était pénible ou ça a été? Les deux. J'aurais mis une banquette plus large et servi un petit quelque chose à boire. Je crois que j'ai plus de facilité puisque j'étais le troisième, donc vous Mais étiez t'es le déjà plus âgé, dans t'as le plus d'expérience. Toi, Et t'es allé hein manger chez Franquin. Lui, Moi, jamais. Ouais. Je vous pose ces questions parce que c'est la fin de la saison. On continue ce concept l'année prochaine ou pas? Ouais, hein. Bah oui, Ouais, hein. bien sûr. Mais avec le grand public aussi. Il faut Avec qu'ils le viennent. Tout le monde. Mais il faut continuer à écrire des papiers. Et il faut continuer tout. Et il faut continuer à aller au théâtre. On ira la semaine prochaine, c'est à partir de mercredi, du 24 au 28, au Rideau de Bruxelles pour David Murgia et le discours à la nation. On ira, j'espère ne pas tromper de date, le 26 juin, c'est bien ça Gaëtan C'est Castel, tout à fait juste. à Flaget pour le festival Musique 3 pour votre concert. Et on ira dans une librairie, on peut choisir la date pour prendre les compliments du chef Ne traînons pas trop, de quand Fred Jana. si on achète 10 BD, on a droit au repas gratuit ou pas? Ah, je peux négocier ça avec les On Druckmann, je vais essaiera leur de demander. négocier ça. Je vais vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci. Avec À plaisir. la fin de Connaissez-vous, on offre toujours 3 minutes à un artiste émergent. Le garçon qu'on va accueillir maintenant. Vous ne le connaissez pas, j'imagine. Ulysse Castagne, ça dit quelque chose à quelqu'un? J'ai bien connu son grand-père. Vous avez bien connu. Et en plus, c'est vrai, puisqu'ils Oui, se c'est sont vrai. parlé pendant le maquillage tout à l'heure. Ulysse Castagne, il est poète, il est chanteur, il est slammer aussi. Il va nous faire une petite improvisation qui est dérivée de son spectacle qui s'appelle Petit Dôme, qu'on pourra voir très bientôt au Théâtre Molière. Et après, Ulysse Castagne va prendre la route de l'Espagne. On pourra suivre ses périples sur son site internet. Un extrait de Petit Dôme, c'est Ulysse Castagne. Koi na ge Une invitation. Une invitation à sentir, écouter, voyager. Une invitation lancée par Fabrice Grosfilet pour ici, BX1, maintenant, l'instant. Pouvoir partager sur des ondes, sur des fréquences, sur des images, une errance, un voyage, une rencontre. Connaissez-vous ces chemins, ces choses qui invitent à entamer la route? Nos questions, nos doutes, nos frissons, ce qu'on ressent, l'émotion, une invitation, j'en reviens à l'invitation. Le 24 juin, dire au revoir à des racines qui se mettront en marche à la rencontre d'une mer. Un pèlerinage, un voyage, une tournée musicale entre rencontres intérieures, extérieures. Retrouver la connexion que trop longtemps perdue face à mes écrans, mes choses qui me perdent, qui me lancent dans ces errances. Encore une fois, je danse, encore une fois, je lance quelques mots par ces fenêtres, ces choses qui m'observent, m'écoutent. Toi, derrière cet écran, toi, derrière ce baffle, moi, derrière ce micro ouvert, comme l'indique cet espace, je t'invite, encore une fois pour une histoire, encore une fois pour un voyage, des contes immémoriaux entre oubli et mémoire. J'écris, je vis et je danse. Bienvenue à toi. Un
Un extrait d'un spectacle qui s'appelle Petit Homme, signé Ulysse Castagne, un spectacle que vous pouvez voir au Théâtre Molière à Ixelles. Ce sera le 24 juin. Ensuite, Ulysse prendra la route. Vous pouvez suivre ses aventures, ses créations sur son site rythmepoésie.com. Ulysse Castagne, c'est le dernier artiste qu'on a l'occasion donc d'entendre dans cette saison de Connaissez-vous, puisque maintenant c'est l'été, on va prendre un break et on se retrouvera au mois de septembre.